Alors, qu'est-ce que c'est que le film francophone d'Angoulême? Le festival de son petit nom, le FFA. C'est la 16e édition. C'était il y a quelques semaines, quelques jours à Angoulême du 22 au 27 août. 6 jours où l'on peut voir beaucoup de films. Et si on achète un petit pass, on a la possibilité de voir 10 films. J'en ai vu 11 parce que j'ai grugé, parce que je suis du genre à gruger dans les files d'attente. Du coup, j'ai vu 11 films en 6 jours et je vais essayer de dire un mot sur tous ces films. Qu'est-ce que le film francophone? Il s'agit pas que de films français, mais de tout film en langue française venu du monde entier. C'est-à-dire, j'en parlais tout à l'heure, le Canada, le Québec, la Suisse, du coup on a des films suisses, des films belges, des films français bien évidemment, des films africains, le Congo par exemple, des films d'Afrique du Nord, enfin j'en passe et des meilleurs. En vrai c'est le film francophone, on pourrait se dire que c'est que des films français, mais pas du tout, c'est des films qui viennent du monde entier, et c'est là où c'est intéressant. C'est là par exemple où on a l'occasion de voir des films québécois, ce qui fait plaisir parce que c'est pas tous les jours, tous les 4 matins au cinéma en France que l'on peut voir des films québécois. C'est fort intéressant. Cette année, j'ai vu aussi un film par un réalisateur belgique, congolais, qui se déroule au Congo. Je vais revenir là-dessus. Et voilà, plein de choses intéressantes. Ce festival est créé par monsieur Besnéard. Il se déroule, je crois que c'est la 16e édition cette année. Durant l'été, c'était la semaine de canicule, la semaine la plus chaude de l'année. Donc, on est tous morts. Moi, j'aime bien ce festival parce que ça reste un petit festival de cinéma dans une petite ville. Donc, il y a moyennement du monde, même si d'année en année, il y a quand même de plus en plus de monde à Angoulême, de plus en plus de monde au festival. Donc, et il y a un truc sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que la moyenne d'âge du festival, elle est quand même très élevée. Je pense que la moyenne d'âge, c'est 50, 60 ans. Vraiment, je pense que les gens en dessous de 20 ans, il y en a très très peu. J'en vois très peu. C'est quand même, en grande majorité, un festival de retraités. J'aurai l'occasion de revenir un peu. La programmation va un petit peu dans ce sens. Parce que c'est très plan-plan. Voilà, il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est des films qui sont assez classiques pour la plupart. Et si je peux avoir un reproche, c'est que voilà, ça manque de films fantastiques, ça manque de films de genre, ça manque de films qui te remuent un petit peu dans ton fauteuil. Parce que quand tu te tapes... cette année, ça va, je ne me suis pas tapé de comédie française. Heureusement, mais quand tu te tapes des comédies françaises en veux-tu, voilà, il y a certaines années où j'ai eu envie de sortir de la salle parce que je suis tombé sur des comédies françaises vraiment nulles à chier, des trucs où j'avais envie de m'ouvrir les veines. Mais cette année, ça va. Je trouve que les films que j'ai eu la chance de voir cette année, c'est plutôt cool. Et en général, moi, ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire qu'il y a une compétition, comme dans tout festival de cinéma, à Cannes par exemple, ou d'autres. Il y a une compétition, il y a une dizaine de films. Cette année, je crois, il y en avait 11 en compétition. Et du coup, il y a des prix il y a une petite cérémonie de clôture. Voilà, et des prix sont donnés pour le meilleur acteur, la meilleure actrice, le meilleur film, Et j'essaye en général, moi, d'aller voir les films de la compétition un maximum. Cette année, j'en ai vu, je pense, 7 sur les 11 de la compétition. Et ensuite, j'ai vu d'autres choses, parce que des choses qui m'intéressaient, comme le procès Goldman, ou, je sais plus, Bonnard, sur un artiste peintre. Ce genre de choses. Je vais revenir, du coup, sur les films dans l'ordre chronologique, sur les films que j'ai vus. Et c'est des films dont j'ai très peu de choses à montrer, par exemple de bande-annonce, ou même d'affiches. C'est des films qui parfois n'ont pas d'affiches, ont même peut-être parfois pas de date de sortie, parce que c'est des films qui sont là en avant-première, qui vont sortir soit en fin d'année, soit l'année prochaine, soit qui n'ont même pas de date de sortie. Voilà, la promo n'a pas commencé, donc souvent il n'y a pas de bande-annonce. Quand j'ai des petites bandes-annonces, des petits extraits, je vous les montrerai histoire qu'on resitue qu'est-ce que c'est le film. Mais sinon, il va falloir me croire sur parole. Il va falloir se fier à mon avis. Alors, par quoi va-t-on commencer? Alors, voilà, on commence bien parce que j'ai bien commencé le festival. On sait même pas c'est quoi le film parce que j'ai pas de réelle affiche. Il s'agit de Rosalie. De Rosalie de qui déjà? Rosalie. Ça sort alors. Je vais donner des dates de. J'allais dire des dates de naissance. Non. Des dates de sortie. Comme ça, on peut resituer. Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Ça sort le 24 janvier 2024. Donc là, on est sur quelque chose qui sort l'année prochaine.
Donc j'en parle là, je vous dis que c'est bien, allez-y, parce que j'ai kiffé, retenez-le. Mais ça sort pas tout de suite. Donc ça sort le 24 janvier 2024. C'est avec, comme vous pouvez le voir, ce bon vieux Benoît Magimel, avec Nadia Teleskiewicz, j'espère bien le prononcer, comme on peut voir là sur la petite photo de tournage. Et vraiment, c'est une très très bonne surprise. Je vais faire simple, le synopsis il est très simple. C'est Benoît Magimel, je crois que c'est 1870, c'est un film d'époque. En 1870, il y a eu la guerre, lui c'est un blessé de guerre. Il est gérant d'un café et il va se marier, je vous le donne en mille, avec une femme à barbe que l'on peut voir ici sur l'image. Donc en gros c'est Benoît Magimel qui se marie avec une femme à barbe. Voilà, est-ce que ça donne pas envie d'aller voir Rosalie? Du coup femme à barbe qui se nomme Rosalie. C'est très cool. Vraiment, j'ai été vraiment, c'est vraiment un petit coup de cœur que ce Rosalie. J'ai trouvé ça très très bien. Benoît Magimel, il est fantastique comme très souvent en ce moment là. Vraiment, Benoît Magimel, il rebondit dans sa carrière là. Il se passe des trucs. Vraiment, il tourne beaucoup. Il est dans beaucoup de films. Il fait des choix intéressants. Et du coup, en fait, le fait est que ce personnage de Benoît Magimel va se marier avec Rosalie, mais il sait pas quand il se marie avec Rosalie que c'est une femme à barbe. Parce qu'elle le cache, elle se rase, et il va découvrir, un beau jour, il découvre que sa femme a de la moustache. Choqué, déçu. Il est choqué, déçu. Lui, il voulait faire l'amour, il rêvait déjà de petits-enfants et tout, mais il se trouve que, dans son lit, il a une femme avec de la barbe. Donc, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie de famille. Et du coup, le film parle de ça, de la différence, l'acceptation de la différence. Est-ce qu'il va l'accepter tel quel? Est-ce qu'il va réussir à l'aimer? Est-ce qu'il va finir par l'aimer? Bon, je vous spoil. Oui, il va finir par l'accepter tel qu'elle est. Et étant lui-même gérant d'un café, et que son café est un peu déserté, et ben Rosalie, sa femme, va utiliser du coup sa curiosité, le fait qu'elle est curieuse, pour les gens normaux, parce que femme à barbe, du coup elle va se laisser pousser la barbe, et elle va devenir une sorte de curiosité locale que les gens vont venir voir. Du coup, les gens vont affluer dans son café. Et en même temps, elle va créer une sorte de... Les gens vont la harceler, voilà, vont la jalouser. Il va y avoir... Voilà, c'est un petit peu une créature, voilà, un monstre de foire. Et comment va-t-elle survivre dans cette époque où, voilà, elle est rejetée. Et c'est difficile de faire sa place dans ce monde. Et c'est un film féministe aussi parce que c'est une femme qui décide d'être ce qu'elle est, d'accepter d'être ce qu'elle est et de ne pas se laisser faire et de plus se cacher en fait. Voilà. Et pourquoi Vincent? Benoît Magimel va l'accepter petit à petit. C'est un très joli film. C'est un très beau film. Vraiment, je trouve la fin. J'aime beaucoup la fin. Vraiment, c'est très cool. Au final, ça reste une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour. Donc ça, je recommande. Ça sort le 24 janvier 2024. C'est le premier film que j'ai vu pendant le festival. Et j'ai trouvé ça super. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du film suivant. Et je pense que lui, il va me rester. Il est possible que j'y retourne quand il sortira l'année prochaine. Et que j'en reparle l'année prochaine plus amplement. En tout cas, gardez-le dans un coin. Si ce que j'ai dit vous intéresse, voilà, j'ai trouvé ça super. Paf! Alors évidemment, encore une fois, j'ai pas d'affiche, j'ai rien. J'ai pas de... je crois que j'ai pas la bande-annonce. Attendez, je vais checker quand même. J'ai mis des trucs de côté. Tac, tac. Non, j'ai rien. J'ai rien à son sujet. Donc ça c'est... c'est quoi le titre du film? Ça, c'est Première affaire. Et ça, j'ai même pas de date de sortie. Donc ça... Voilà, ça sort je ne sais pas quand. Mais je vous le dis de but en blanc comme ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça pas très bien. Qu'est-ce que c'est? Première affaire, c'est un film de Victoria Mouzillé-Dlac et c'est un premier film. Pourquoi je dis ça? Parce que premier film, c'est souvent très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les premiers films parce que c'est souvent un réalisateur ou une réalisatrice qui réussit par miracle à réaliser un premier film et du coup, sans savoir si la personne va réussir à en faire un second. Donc vraiment, en général, les premiers films, le réalisateur, la réalisatrice va tout mettre dedans et c'est des films qui sont intéressants parce que c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau regard et ils vont essayer de mettre un maximum de choses dedans et ça donne des choses intéressantes. Et il y a souvent un écueil
dans les premiers films, c'est les réalisateurs, les réalisatrices qui ont fait des courts-métrages et qui vont prendre un court-métrage pour en faire leur premier film. Et c'est là que le bas blesse, et c'est là que ce première affaire me déçoit, c'est-à-dire qu'on est sur l'adaptation d'un court-métrage. Du coup, un court-métrage qui dure, je sais pas, 15 minutes, j'ai pas vu le court-métrage d'ailleurs, qui va être étiré sur 1h30. Et ça se ressent terriblement. Parce que sur 15 minutes, peut-être, oui, mais si tu me tartines sur 1h30, eh bah, tout de suite, on s'ennuie. Et on sent que ça a été étiré, que ça a été tartiné. Et c'est un petit peu dommage. Et des films comme ça, qui sont des premiers films adaptés de court-métrage, et où je ressens fortement que c'est un court-métrage étiré, et où ça marche pas, j'en ai vu, j'en vois, et à chaque fois, je me dis, ah, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, c'est l'écueil du film, et j'ai même pas dit ce que ça racontait, mais ça parle d'une jeune avocate. En fait, on va suivre une très jeune avocate, vraiment, qui est toute jeune, et qui va se retrouver, qui est avocate commise d'office, qui va se retrouver pour la première fois sur une affaire où elle est dans une garde à vue. C'est-à-dire qu'il y a un jeune homme qui est en garde à vue, et elle va se retrouver son avocate, l'avocate de ce jeune homme en garde à vue, et du coup elle est avec lui en garde à vue, et c'est la première fois qu'elle fait une garde à vue. Et ce jeune homme est accusé, en fait ce jeune homme, il y a une affaire de disparition, il y a une jeune femme qui a disparu, et il est accusé d'être mêlé à ça. Il est là en garde à vue en étant accusé d'être mêlé à tout ça. Et elle essaye de le défendre. Et pendant la garde à vue, il se trouve que de nouvelles informations arrivent. La jeune femme est retrouvée morte. Donc l'affaire change totalement et elle se retrouve avec une affaire de meurtre sur les bras et elle doit défendre ce jeune homme qui maintenant est accusé de meurtre. Et le film s'appelle Première affaire parce que c'est à la fois sa première affaire, sa première garde à vue, et en même temps elle va vivre plein de premières fois. C'est-à-dire qu'on va apprendre qu'elle est vierge, elle va rencontrer un jeune homme, elle va vivre sa première relation sexuelle, sa première fois, et plein de choses comme ça. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre plein de nouvelles choses et qui est dans cette spirale de cette affaire de meurtre. Elle doit suivre ce jeune homme qui est un peu bizarre, elle doit le défendre. Et on essaye de comprendre, est-ce qu'il a vraiment fait ce dont il est accusé? Est-ce qu'il est innocent? Tatati. Il y a une chose. J'ai pas aimé le film. Vraiment, j'ai trouvé ça pas très bien du tout. Vraiment, il sait pas trop. Le film, il sait pas trop ce qu'il veut raconter. Il part dans plein de trucs. Vraiment, il y a une romance pas très intéressante avec un policier. Je me dis pourquoi tu vas dans cette direction? Pourquoi tu me parles de ça? C'est pas très intéressant. Il délaisse un peu la garde à vue, cette affaire, cette enquête. Enfin, ça part un peu. C'est pas trop sur quel pied danser. Vraiment, je me suis pas mal ennuyé. J'ai pas vraiment été captivé par cette histoire. Mais il y a une idée intéressante. Je spoil un petit peu. Il y a une idée intéressante de dire que finalement, elle va apprendre que le garçon, le jeune homme, a vraiment assassiné cette femme. Que c'est vraiment lui. Alors qu'elle est là pour le défendre. Et là se joue un truc. C'est-à-dire qu'elle est quand même son avocate. Elle sait que c'est un meurtrier. C'est quelqu'un de dangereux. Et elle va quand même faire en sorte qu'il se fasse libérer. Elle va quand même elle va quand même rester son avocate, le défendre, elle va quand même continuer à le défendre, et elle va faire en sorte qu'il soit libéré. Du coup, elle le fait libérer en sachant qu'il a commis quand même quelque chose d'horrible, et elle garde ça elle garde ça comme un fardeau. Et j'ai trouvé cette idée intéressante. Malheureusement, je trouve que le film, il aurait dû plus tourner là-dessus, parce que ça, c'est une vraie idée intéressante de... Quand t'es avocat, vraiment un dilemme assez passionnant, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a un vice de procédure, et elle va jouer là-dessus pour le faire libérer, à cause du vice de procédure. Tout en sachant, parce qu'il va avouer à un moment donné, tout en sachant qu'il est vraiment un meurtrier. Et ça, c'est intéressant en fait. Je trouve que cette idée, ok, c'était pas mal, mais j'aurais aimé que le film traite de ça, et en fait, pas tellement. C'est un petit peu dommage. Du coup, ça pour moi, c'est une déception. Je crois que j'ai mis combien? J'ai mis 1 sur 5 sur Letterboxd, donc pas ouf. Sachant que Rosalie, j'ai mis 3,5. Voilà. Film suivant. Paf. Hop. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Ah. Bonnard, Pierre et Marthe. Film français, toujours. Pour l'instant, on est sur des films français. Film qui là aussi sort en début d'année, donc l'année prochaine.
Film qui sort le 10 janvier 2024. Je crois que j'ai un petit extrait qui traîne. J'ai pas de bande-annonce, mais je crois qu'il y a des extraits qui traînent, hop, paf, sur YouTube. Donc je vais diffuser un petit extrait, comme ça on va recontextualiser. Et je vais dire qu'est-ce que c'est. Ça parle de Pierre Bonnard, artiste peintre. Mais en fait, sous un angle... En fait, c'est prendre l'artiste peintre sous l'angle de sa relation avec sa compagne. Parce qu'en fait, le film s'appelle Pierre Bonnard... Enfin, s'appelle Bonnard, Pierre et Marthe. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Pierre et Marthe. Parce qu'en fait, le personnage principal du film, c'est sa femme. Et c'est pas réellement un film... C'est pas réellement un biopic sur un artiste peintre. Mais c'est plus un film sur la femme d'un artiste peintre et la relation avec ce peintre, la muse, parce que vraiment toute sa peinture, enfin il y a 80% de sa peinture où sa femme apparaît dans sa peinture, donc c'est vraiment un personnage hyper important dans la vie de ce peintre. Et c'est intéressant de traiter ce personnage de femme, vraiment qui vient d'un milieu pauvre, qui va rencontrer cet homme, qui va devenir sa muse, qui elle-même va faire de la peinture à un moment donné. Enfin bref, c'est intéressant, et en fait, c'est le personnage de la femme qui est vraiment le plus... qui est en fait au centre du film. C'est ça le centre du film. Il ne faut pas s'attendre à un biopic sur un artiste peintre. Je vais mettre un petit extrait que j'ai trouvé into YouTube. Paf. Comme ça, on va voir un petit peu. J'ai pas dit, mais c'est avec Cécile de France et Vincent Macaigne. Cécile de France qui est super. Mais, alors ça c'est un truc que je vois souvent dans les films comme ça, d'époque, des films historiques, c'est que ça se déroule quand même sur plusieurs décennies. Et c'est quand même une... Cécile de France, je pense, elle a bien 40-45 ans. Et elle est rajeunie et elle vieillit, mais ça marche pas trop. Vraiment, elle est trop âgée au début du film. Après, il la vieillit, c'est tout. Ça, c'est compliqué. En fait, encore une fois, ça aurait été plus mal, enfin ça aurait mieux marché s'ils avaient pris deux actrices différentes, une jeune au début, puis ensuite Cécile de France. Ce que nous fait croire que Cécile de France est très jeune au début, c'est un peu compliqué. Ça marche pas trop. Et ça, c'est le problème de beaucoup de films qui, plutôt que de prendre plusieurs acteurs, font vieillir ou rajeunissent un acteur, mettent des maquillages, machin. Si ça marche pas, ça crée un problème parce que t'as du mal à y croire. Parfois, t'as du mal un peu à y croire. C'est un peu dommage. Ça fait sortir du film. Est-ce que j'ai mon petit extrait? Paf. Ah. Tu m'en veux? Oui. Tu m'en veux vraiment? Oui. Tu m'aimes plus alors? Non. Enfin, ça dépend. Ça dépend de quoi? De comment tu m'aimes, toi. Bon. Petit canard a besoin d'une preuve. Voilà. Je crois que je vais me faire bannir. Je crois qu'on voit des personnages nus. En espérant que... Hop. Oula. J'avais oublié. Ok, à un moment donné, on les voit tout nus. J'ai eu chaud. Du coup... Du coup, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est un truc, j'ai eu envie d'aller le voir parce que lui, il n'était pas en compétition, mais il était en avant-première au festival. J'ai eu envie, parce que j'aime beaucoup les films qui traitent de la peinture. Les films où on voit des artistes peindre, les films des biopics sur des peintres. Vraiment, c'est des choses que j'aime particulièrement. Et c'est assez difficile de filmer des acteurs qui peignent et qui font croire qu'ils sont artistes. Franchement, c'est souvent assez caduc et ça marche souvent difficilement dans les films. C'est pas facile. Il aime les films où on voit les gens à poil. Ben ça, après, après, c'est un film, tu vois, où évidemment, il va y avoir des femmes nues parce que c'est des peintres qui peignent
des femmes nues, donc oui. Oui, donc effectivement, c'est ce qui se passe. Mais j'aime, oui, les femmes, j'aime les films où on voit des gens en poil, effectivement. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, j'ai trouvé ça moyen, j'ai mis 2,5 au film, parce que vraiment, je trouve le film assez moyen, mais pas inintéressant, parce qu'il prend un artiste sur un angle un peu différent, le prisme de sa compagne. Et vraiment, je connaissais assez peu Pierre Bonnat. Par contre, c'est pas réellement un film sur la peinture. Je trouve que la peinture est pas forcément très bien mise. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est pas très bien mis en valeur. Et j'aime bien quand la peinture, voilà, comme ça, c'est mis en valeur. Vraiment, tu vois l'artiste peindre ce genre de choses. La Belle Noiseuse, par exemple, film extraordinaire, qui arrive vraiment à représenter qu'est-ce que c'est qu'être artiste peintre, et qu'est-ce que c'est que la création. Là, c'est pas trop le projet du film, mais c'est un film sympathique. J'ai mis la moyenne. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais c'est tout à fait sympathique. Qu'est-ce que j'ai vu ensuite? Ça sort l'année prochaine. Ah, un film québécois. Un film québécois. Ah, une affiche très moche. L'affiche est très très moche. J'en ai vu 3 films québécois. Et lui, je l'ai trouvé nul. Lui, je vais dire vite fait qu'est-ce que. Je crois que j'ai une bande-annonce parce que comme les films québécois, eux sont sortis au Canada, je crois en début d'année, en tout cas cette année. Ces films-là ont des bandes-annonces, donc je crois que j'ai une bande-annonce qui traîne, me semble-t-il. C'est quoi, je vous mets la bande-annonce. Peut-être que ça va être plus explicite que ce que moi je vais pouvoir raconter à son sujet. Je crois que j'ai mis 1 sur 5. Vraiment, j'ai pas du tout aimé Bungalow. Et ça sort quand ça? Bungalow, 6 décembre 2023 en France. Hop. Salut, je m'appelle Sarah Ménard. Mon chum Jonathan et moi, Mon on chum. vient d'acheter la maison de nos rêves. Il me semble que c'était moins crotté que ça quand on a visité. À cause de la lumière. Il y avait des meubles. Non, j'ai vraiment hâte qu'on commence les rénaux. Un petit coup à donner, là, puis après ça, living the dream, esti. C'est mon ami Val. Eux autres, il fallait que je change la tuyauterie en plomb, parce que ça, c'est super poison. Hein. Dernière nouvelle, elle se prostituait à Kingston. Fait que, watch out tes petits traîneaux, là. Hey, ça marcherait, ce modèle-là? Ben oui, il vaut plus cher que mon char. Chris, c'est bien facile quand t'as de l'argent, hein? Tout est beau. Mais justement, Steve, il coûte rien. Tant qu'à ouvrir les murs, c'est bien changer la tuyauterie, c'est tout en plomb, ça, là. Je sais pas c'est qui l'imbécile qui vous a installé ça, mais la trappe d'aération n'est pas connectée avec l'extérieur. Mais le plâtre, tu pourrais le faire toi-même, vous sauveriez là-dessus. Toi, c'est faire du plâtre? T'es moyennement compétent, bien ordinaire. Tu sais, Joe, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais c'est quand même un bon goût, là. Vous dormez encore dans le salon? C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Chris, t'es même pas capable de visser une porte d'armoire dans le bon sens, sacrément! Tu joues encore avec des épées en mousse. T'es capable de devenir un homme? Depuis qu'on a décidé d'acheter cette maison-là, c'est comme si tout ce que je faisais, c'était dans marbre. C'est une beauté intemporelle. Tu pourrais être sur une peinture qu'on accroche dans le musée. En tout cas, moi, je t'accrocherais sur mon mur n'importe quand. Là, tu fermes ta crise de gueule. On a 30 000 piastres, cadette! C'est un tire-lait, t'as des petits mamelons. Hein? Ouais, tu dis ça dans tout le monde? C'était une capitaliste pourrie. Tout ça sur le bord de sauter. Puis l'hiver, c'est la couleur de la chance. On dit qu'on voit jamais le bout avec les amis. Eh ben, Yalou. C'est quoi, Gogo? Ça te coûterait pas une scène que tu passerais à la TV? Si le beau Jean-François va venir driller partout dans la chambre! Sarah, tu connais notre homme à tout faire, le beau Jean-François. Ouais, je pensais qu'il était gay. Mais non, il est pas gay. Moi, je suis sûr qu'il faut l'handicap. Ah, 3 enfants. Ah, ben non, il faut plus. Alors, j'ai pas du tout aimé. On s'excuse, Inspire. Mais j'ai vu des films québécois intéressants. C'est un film, c'est une comédie noire. Et ça raconte quoi? C'est un jeune couple de jeunes mariés qui vont acheter une maison. Et une maison, enfin c'est la maison de leur rêve. Voilà, ils ont un rêve comme ça d'avoir leur maison de rêve. Et il se trouve que cette maison a besoin de beaucoup de rénovation. Et plus ça va leur coûter cher, plus c'est compliqué. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont acheté un taudis et que ça va leur coûter une fortune. Du coup, ils sont en galère. Problème d'argent, d'endettement, c'est compliqué.
Tout prend 1000 ans à être rénové. Du coup, le couple s'effondre petit à petit. Et le chum, l'homme, va perdre son travail. Ça va partir en cahuète. Ça m'a fait penser au cinéma des frères Cohen, en fait. Ça m'a fait penser, par exemple, à Fargo. C'est-à-dire c'est une comédie noire qui part d'un coup dans des directions un peu inattendues. Et, par exemple, il va y avoir un Maccabée qui va entrer dans la vie de ce couple. Voilà, je n'explique pas trop pourquoi ni comment. Et du coup, ça part dans des directions un peu pittoresques, un peu inattendues. Mais j'ai jamais déjà trouvé ça très drôle. Même si y a des choses rigolotes, mine de rien. Je me suis pas mal ennuyé. Et c'est pas foncièrement intéressant. Et ça ressemble à un téléfilm. C'est un peu filmé comme un téléfilm. Et la réalisatrice, je m'excuse, madame, comment s'appelle-t-elle ? Laurence Côté-Collins, est-ce que je démonte son film ? Mais elle a présenté le film, parce que ça c'est bien aussi quand tu vois des films en festival, c'est que l'équipe du film, le réalisateur, la réalisatrice, les acteurs viennent souvent présenter le film. Et quand elle a présenté le film, elle a dit en fait c'est quelqu'un qui vient de la télévision et qui faisait beaucoup d'émissions de ces émissions où les gens vont dîner les uns chez les autres et notent les autres. Je sais plus comment ça s'appelle cette émission parce que je regarde pas la télévision, mais ce genre de choses. Et aussi elle a travaillé pour ces émissions de déco là, les émissions où les gens viennent et redécorent votre maison. Et il y a ça dans le film. À un moment donné, ils font appel à une émission pour redécorer la maison, pour redécorer une pièce, machin, truc. Donc il y a tout un côté télévisuel, la télévision dans le film. Ça me plaît moyennement, je trouve que ça ressemble pas mal à du téléfilm. Cela dit, ça joue quand même plutôt bien. Le couple d'acteurs joue quand même plutôt pas mal et ils ont plutôt une jolie alchimie, je trouve. Je les trouve sympathiques. Mais le film n'a pas du tout marché sur moi. Ça fait partie de ces films où je m'ennuie. Et ça, c'est un peu terrible. J'ouvre une petite parenthèse. Ce qui est cool, c'est que là, souvent, on est dans le cadre d'un festival. Donc, c'est des films qui sortent dans longtemps. Et on va voir les films en sachant vraiment que dalle, en fait. Moi, j'arrive dans la salle, j'en sais presque rien du tout. Et j'apprends des choses quand le réalisateur, les acteurs présentent le film. Et ça, c'est plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool, moi, de voir des films dans ce cadre-là. Vraiment, d'être vierge et de recevoir les films comme ça sans avoir rien vu, en fait. Ça, c'est cool. Et les festivals de cinéma permettent ce genre de choses. Mais c'est à qui tout double. Parce que des fois, tu tombes sur des trucs vraiment cool, t'es surpris positivement. Et des fois, tu tombes sur des trucs... Je crois, il y a 2-3 ans, au festival, j'ai vu un film français, c'était horrible. Franchement, j'ai eu l'impression que vraiment j'étais en otage. J'étais pris en otage. Et que je pouvais pas sortir de la salle. En plus, j'ai été bloqué parce que... Le truc aussi, c'est que les salles sont combles. Vraiment, les salles sont remplies. Et si jamais t'es au milieu d'une rangée, t'es bloqué. T'es bloqué. Et t'oses pas faire les gens... Enfin, t'oses pas bouger les gens, les faire se lever. T'es bloqué ad vitam aeternam. Et tu subis le film. Voilà, Bungalow, c'était pas ouf. Je vais pas m'épancher plus à son sujet. Passons au suivant. Ah, rien à perdre avec Virginie Espira. Est-ce que j'ai un petit quelque chose à son sujet ? Ah, j'ai un petit extrait. J'ai un petit extrait de Rien à perdre. Je vais en dire 2-3 mots avant de balancer un petit extrait. Encore une fois, j'ai pas de bande-annonce, j'ai pas de plus d'informations que ça. Si ce n'est que ça sort le 22 novembre 2023. Lui, c'est mon coup de cœur du festival. C'est le film que j'ai préféré dans ce festival. À savoir qu'il était dans la compétition et que c'est pas lui qui a gagné le Grand Prix. Je vous dirai lequel a gagné et pourquoi je ne l'ai pas aimé. Et lui, vraiment, c'est mon petit chouchou de la compétition, même si je ne les ai pas tous vus, des films de la compétition. J'en ai vu une grande majorité. Et celui-là m'a beaucoup plu. Vraiment, l'émotion, voilà, j'ai été ému, j'ai pleuré. Ce personnage de femme combative, de mère combative, ça m'a plu. Virginie Efira, toujours fantastique. À chaque fois que je la vois dans un film, je me dis, c'est quand même une très grande actrice. Elle est quand même formidable. Et en 2 mots, ça raconte l'histoire d'une femme. En fait,
une femme célibataire qui a 2 enfants et qui, un jour, lors d'un accident domestique, elle n'est pas chez elle, son plus jeune fils va se brûler, va avoir un accident, il va se brûler, et gravement. Et les services sociaux vont donc être interpellés, parce qu'il va aller à l'hôpital. L'hôpital va faire intervenir les services sociaux, parce qu'elle était absente. Les services sociaux vont intervenir et vont lui enlever son fils, son plus jeune fils, pour le placer dans un foyer, le temps de mener une enquête pour savoir, par précaution, voilà, s'il n'y a pas de maltraitance, s'il n'y a pas de problème, si tout se passe bien. Et donc, elle se retrouve désemparée, parce qu'on lui retire son plus jeune fils, et elle ne comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est son combat pour essayer de le récupérer, et pour essayer de comprendre. Pour elle, elle le vit comme une injustice, c'est pas normal. Elle est innocente, tu vois. Elle fait rien, enfin, elle l'a jamais maltraité, il n'y a pas de maltraitance, elle s'occupe de ses enfants, et du coup, elle est dans un vortex terrible où en fait, elle a perdu son enfant, et elle n'arrive pas à s'en sortir, et elle n'arrive pas à... et elle va plonger, elle va sombrer petit à petit. Et c'est son combat à elle pour vraiment contre vents et marées, quoi. Contre tout. Et moi, ça m'a particulièrement touché. Déjà parce que je trouve que le personnage est très bien écrit. Vraiment, je trouve le film est très bien mis en scène, vraiment haletant, prenant. Les acteurs sont vraiment très bien, les 2 enfants sont super. Et ce personnage de femme, de mère, m'a vraiment fait penser à ma mère. Du coup, ça m'a particulièrement touché parce que le fait que la ressemblance avec ma daronne m'a fait me dire que le personnage est vraiment bien écrit, vraiment hyper... J'ai pu y croire de ouf. Vraiment, j'ai pu y croire à mort. Parce que je me suis dit, ma mère aurait pu faire ça. À chaque moment, je me dis, mais en fait, c'est exactement ça, quoi. Et du coup, ça m'a touché et ça m'a beaucoup plu. Et vraiment, ça, c'est un vrai coup de cœur. Je crois que j'ai mis 4 sur 5. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, évidemment. Parce que le film va dans des directions... ça se finit pas forcément hyper bien. Disons-le. Ah oui, il y a un truc que j'avais envie de dire, c'est que l'année dernière, à ce sujet, il y a un film dont j'avais parlé qui s'appelle À plein temps, avec Laure Calamy. Et À plein temps, c'était très bien d'ailleurs, c'est un super film. Si vous avez l'occasion, À plein temps, c'est très bien. Ça raconte l'histoire d'une mère qui, pareil, mère célibataire en fait avec des enfants, qui est obligée de prendre 2 jobs en même temps et qui a beaucoup de mal à mener tout de front. Et pendant tout le film, on se dit, est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va sombrer? Est-ce qu'elle va finir par tout lâcher? Elle va finir par imploser? Il n'y a rien qui va tenir debout. Et rien à foutre, c'est un petit peu... Ça part de la même idée, en fait. Mais c'est le versant, le pendant négatif. C'est un petit peu comme si le personnage de Laure Calamy dans À plein temps avait explosé, quoi. C'est un petit peu comme si... C'est un petit peu le prolongement de ce film-là. Mais si ça avait mal fini, si ça avait mal tourné, et si ça partait en cahuète, quoi. Du coup, c'est hyper intéressant. Je pense que s'il y a une sorte, les 2 films dialogues, il y a une sorte de diptyque, voilà, sur la femme, la mère, qui essaie d'affronter tout, toute seule, et qui n'y arrive pas forcément, qui galère, et à la fois, on se pose la question de la société, elle les prend en tenaille, et est-ce qu'elles vont s'en sortir, quoi? Est-ce qu'elles vont réussir à survivre dans cette société où c'est compliqué? Et c'est intéressant. À plein temps, c'est vraiment un super film. C'est un film social, mais filmé comme un thriller en fait. Vraiment, ça te prend en haleine, ça te chope. Pendant 1h30, t'as l'impression de suivre un thriller, alors que c'est vraiment juste une mère qui essaie de tenir debout, quoi. De faire tout tenir debout à elle toute seule, alors que tout va contre elle, quoi. Je vais mettre un petit extrait. Hop, paf, flip, floup. Attendez. Je dormais au début. Paf, pif, pouf. Je vous écoute. Bon, là, ils sont face à un enfant brûlé. Donc il y a eu un signalement. Et qui a fait le signalement? La police. Ou l'hôpital. En fait, c'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ça part chez le procureur et la machine est lancée. Et ils cassent la porte de ma salle de bain. Ils cassent votre porte parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Mais que Sofiane soit en danger, ou que vous, Jean-Jacques par exemple, dans la salle de bain, vous fassiez une bêtise. Que vous sautiez par la fenêtre, par exemple. Il n'y a pas de fenêtre. Mais ça, ils n'en savent rien puisqu'ils ne vous connaissent pas. Mais ils n'ont pas cherché à nous connaître. Mais ils ont peur de passer à côté d'un enfant battu ou d'un enfant maltraité.
Pour les comprendre, il faut penser le problème à l'envers. D'accord, ok. Moi, j'essaie déjà juste de mettre mes idées à l'endroit, donc... Puis elle nous a jamais frappés. Écoutez-la. Non, mais la plupart des placements, de toute façon, ne sont pas pour des causes de maltraitance, d'accord? Mais pour des carences éducatives. Alors, ça peut être des difficultés familiales, ça peut être des divorces qui se passent mal, ce genre de choses, vous voyez? Il n'y a pas ça. Nous, on fait quoi? Parce qu'on va pas le laisser là-bas. Vous ne non faites plus. rien. Rien. Faut pas chercher à entrer en contact avec eux, d'accord? Voilà. On va attendre la convocation du juge. Et pendant ce temps-là, vous préparez l'audience en rassemblant des lettres de soutien. De C'est votre tout. entourage, de la famille, de l'école. Juste des lettres et... Juste Ça, des on aura lettres. ça. Oui, bien sûr, ça on aura, évidemment. On aura plein. Et pendant l'audience, Sylvie, il faudra pas être comme ça, couper la parole devant la juge, parce que ça va pas le faire. Oui, sans oui, bien blague. sûr. Non, mais oui, j'ai pas... Oui. D'accord. Hop, on n'a pas de bande-annonce, mais ça donne un aperçu. Voici pour rien à perdre. Hop, frappe. Ah, le procès Goldman. Lui que j'ai eu la chance de voir en avant-première, qui a aussi été présenté au dernier festival de Cannes. Et c'est très bien. Le procès Goldman, ça sort le 27 septembre 2023, donc lui il sort bientôt, tout bientôt. Et c'est un grand film de procès. C'est vraiment hyper prenant. C'est 2 heures de procès, vraiment pendant une audience. C'est que ça en plus, hein. C'est vraiment 2 heures. On suit un procès et c'est palpitant. Les témoins viennent à la barre, expliquent leur version des faits. Vraiment, c'est passionnant. Ça raconte quoi, le procès Goldman? C'est déjà peut-être que j'ai une bonne annonce. Ça ira plus vite pour expliquer les choses. Attendez. Paf. Ça, si vous aimez les films de procès, c'est vraiment un grand film. Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur 2 pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent, ne vous posez pas la question. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits, tous les droits. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. Pam. Alors ça sort bientôt. Et c'est un véritable conseil, c'est une histoire vraie. C'est un procès qui s'est déroulé dans les années 70. Pierre Goldman étant le frère, demi-frère, je crois, de Jean-Jacques Goldman, le chanteur. Et fin des années 60, c'est quelqu'un de... C'est un trublion, vraiment, c'est quelqu'un... c'est hyper intéressant, c'est un personnage assez fascinant parce qu'il est assez difficile à comprendre. Tu comprends que c'est vraiment... quelqu'un de... un voyou, quoi, vraiment, quelqu'un qui fait des choses pas cool. Il a braqué des pharmacies fin des années 60. Il braque plusieurs pharmacies. Il fait plusieurs braquages. Il y a un dernier braquage qui se produit dans une pharmacie où 2 pharmaciennes sont tuées. Il est accusé à ce moment-là. Et il est accusé d'avoir tué ces pharmaciennes et d'avoir braqué ces banques. Lui, il plaide coupable pour avoir braqué les premières pharmacies. Je crois que c'est ça, hein. Je dis ça de mémoire. Hein. Il plaide coupable pour les premières pharmacies, mais par contre, il dit qu'il n'a jamais tué. C'est pas un assassin, donc c'est pas lui, la pharmacie où les pharmaciennes sont mortes. Donc il y a un nouveau procès qui se déroule début 70, où en fait toute la question va être de savoir, et le film c'est que ça, hein. C'est ce procès-là. C'est 2 heures de procès, donc pendant 2 heures, on suit le procès, on voit les témoins qui interviennent, Goldman qui essaie de se défendre, l'avocat, vraiment c'est que ça, la tension, qu'est-ce qui va se passer?
c'est vraiment un huis clos, et pendant 2 heures, c'est des gens qui papotent. Il n'y a pas de flashback, vraiment, c'est que le procès. Et donc, l'enjeu est de savoir si réellement, oui ou non, il a tué des gens. Enfin, si oui ou non, il a tué ces personnes, ces pharmaciennes. Si oui ou non, c'est un assassin. Si oui ou non, il a commis cet acte horrible, et si il va prendre la prison à perpétuité, ou s'il va être juste accusé de braquage. Parce que ça, il a braqué des pharmacies. Ça, il a été inculpé, c'est ok, il l'a avoué. Et donc, voilà l'enjeu du film. Et le truc intéressant, c'est qu'en fait, tout est compliqué, quoi. Et le film laisse en fait le spectateur se faire son intime conviction, parce que personne ne sait encore aujourd'hui si oui ou non il les a tués. Il se trouve qu'à la fin, bon, c'est historique, donc je spoil un petit peu, il a été acquitté dans ce second procès, et le verdict a dit que non, il n'avait pas tué ses femmes. Et il se trouve que quelques années plus tard, il a été assassiné. Je crois que c'est ça. Je crois que quelques années plus tard, Pierre Goldman est assassiné. Et du coup, c'est un personnage assez trouble, assez fascinant, et tu te rends compte. Et le procès essaie d'être plus exact de ce qui s'est réellement passé. Donc tu te rends compte, à chaque témoignage, c'est assez intéressant que tout le monde se contredit. Donc vraiment, c'est hyper compliqué de comprendre, de savoir qui fait quoi. C'est un peu insoluble de savoir qui dit la vérité de qui ment. Parce que vraiment, chaque témoin, les témoins disent l'avoir vu, les témoins qui disent l'avoir vu, personne ne le décrit de la même façon. Donc c'est une sorte d'imbroglio hallucinant. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui mentent, qu'il y a des gens qui disent tout et son contraire, que tout le monde se contredit. Enfin bref, c'est un bazar insoluble. Et toi, en tant que spectateur, t'es placé en fait comme si t'étais juré. Et tu te dis, ok, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce qu'il les a tués ? Est-ce qu'il les a pas tués ? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de... Est-ce que c'est un salopard ? Est-ce que c'est pas quelqu'un de bien ? Et en plus, c'est un personnage hyper intéressant, parce que pendant le procès, il arrête pas d'intervenir. Voilà, tout le temps. Il est assez truculent. Et d'ailleurs, il est hyper bien joué. Donc vraiment, c'est assez passionnant. Le film est assez palpitant. Il arrive à être palpitant alors que c'est quand même 2 heures de procès où vraiment tu regardes des gens qui papotent. Donc ça, c'est quand même un vrai tour de force. Et lui, je trouve que c'est un grand film de procès. Et pour le coup, c'est un vrai conseil. Ça sort bientôt. C'est très bien. Je recommande, si ça vous intéresse. C'est tout à fait recommandable. Film suivant. J'essaye d'être limpide. Paf, pour pas passer 4000 heures. Ah, Augure. Oula, ça aussi. C'est un morceau. Augure, qu'est-ce que c'est que Augure ? Est-ce que j'ai un petit bout ? Je crois que j'ai quelque chose sur Augure. Ah oui, j'ai un petit... c'est pas mal ça, j'ai une petite interview du réalisateur qui dure pas longtemps, du coup, hop. Comme ça, ça permet de mettre un petit contexte, de recontextualiser. Là, on est sur un film... alors, c'est réalisé par Baloji. C'est un artiste belge d'origine congolaise. Je crois qu'il est rappeur aussi. Donc, c'est un petit peu intéressant. Je trouve le personnage assez intéressant. Il est venu parler de son film et c'était vachement intéressant. Même si j'ai pas aimé le film, pour le coup. Je trouve la proposition intéressante et originale. Et ça fait plaisir dans ce festival où je disais tout à l'heure, tout est un peu... Voilà, on est dans des chaussons. Voilà, on est beaucoup sur du cinéma classique. Il n'y a rien qui dépasse. On va pas se taper un film d'horreur, un film de genre, un film... Voilà. Pour pas faire peur non plus aux mamies qui viennent regarder les films. Pour pas faire peur aux retraités. Parce que dès qu'il y a un événement un peu violent dans un film, vraiment la salle se soulève. Parce qu'on est vraiment sur un public plutôt âgé. Il y a un film où il y a un coup de boule à un moment donné. J'ai cru que les gens allaient tomber dans le coma. Ça, c'est un peu rigolo. Mais je trouve que ça manque vraiment. C'est un peu... C'est pareil, ça manque de films d'animation, même s'il y a certaines années où j'ai vu des films d'animation au festival. Je trouve vraiment ça manque de films d'animation, ça manque de films de genre, quoi. Ça manque de science-fiction, ça manque de choses. C'est là que je me dis aussi que ce soit en France ou dans les pays francophones, il y a aussi assez peu de propositions de ce type aussi. Faire des films de science-fiction, par exemple, en France, c'est compliqué. Faire des films de genre, c'est pas si évident non plus.
C'est un peu dommage que le festival essaye pas de mettre un peu plus en avant ce genre de proposition. C'est un peu triste. Je disais quoi du coup ? Augure, du coup, film franco-belgeo-congolais. Je vais laisser dire 2-3 mots au réalisateur, comme ça, paf. On a un petit contexte. Est-ce que je suis croyant Je sais pas, je pense pas, non. Ça dure 1 minute. Quoi. Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que justement, c'est une espèce d'art total en soi. C'est-à-dire que ça réunit tous les domaines de compétences avec lesquels j'ai plein d'acuité, à savoir la direction artistique, à savoir le département du costume, le cadrage, la photo, et évidemment la relation avec les comédiens, parce que c'est eux qui incarnent la narration. Donc j'ai aussi été un peu... je fais de la scène et puis j'ai aussi joué dans quelques films. Donc voilà, c'est un terrain de jeu fabuleux, parce que voilà, ça combine en fait toutes mes obsessions. Un geste qui est caractéristique pour Kofi, je pense qu'il fait souvent ça. C'est comme si en fait il doutait si elle était toujours présente d'une manière, et de l'autre il essaye de la gommer, sa tache de vin qu'il a sur la joue, et qui d'une certaine manière lui empoisonne la vie. La partie la plus importante du jeu, c'est la partie la plus importante du jeu, le non-verbal. Je trouve que c'est dans les silences que tout se dit. Dans les silences et après dans ce que le corps renvoie. Donc ce n'est pas juste de ne pas émettre de son de la bouche, mais après c'est ce que le corps raconte. Et le corps parle énormément. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça raconte quoi que Augure, Omen je crois en version internationale, c'est l'histoire d'un jeune homme et de sa fiancée, du coup, d'un jeune Congolais en fait, qui vit en France, qui s'est fiancé avec une Française, et elle est enceinte, et il va retourner du coup au Congo avec sa fiancée enceinte pour la présenter à sa famille congolaise, sachant qu'il revient au Congo après longtemps, et que cette jeune femme n'est jamais allée au Congo, n'a jamais rencontré sa famille. Et du coup, un choc un petit peu culturel. Il se trouve que le personnage, il a, comme il l'a dit là dans la petite interview, il a une tache de vin sur le visage, et il est considéré du coup dans sa famille comme étant un sorcier, parce que c'est mauvais présage, parce que c'est bizarre. Donc il est un peu rejeté, parce qu'il est, il est différent. Déjà lui-même, il est rejeté de sa famille. Donc compliqué. Donc on va les suivre qui vont au Congo. Ça c'est intéressant par contre dans le film, c'est qu'on voit le Congo. J'ai rarement vu le Congo, donc voir ça au cinéma c'est cool. C'est quand même assez original et assez plaisant. Et du coup on va en apprendre un peu plus sur le Congo. Voilà, on comprend que la famille c'est compliqué, c'est difficile, il est mal reçu. Voilà. Tout ça, toutes ces relations familiales sont difficiles et ça va être compliqué. Et il veut aussi discuter avec son père. Et pendant tout le film, il essaye de discuter avec son père. Et il n'y a aucun dialogue qui se crée avec le père, quoi. Vraiment, il y a une incapacité de dialoguer entre les deux, entre le fils et le père. Et ça, c'est de ça aussi que le film parle de la famille, de la famille congolaise, les relations, je sais plus, j'ai dû noter des trucs, la place de la femme aussi au Congo. Il y a plein de choses. Le film, moi j'ai pas trop aimé parce que il part un peu dans tous les sens. Il y a des personnages secondaires, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça dans le film. J'ai pas compris ce que le film essayait trop de raconter. C'est pour ça que j'ai du mal à essayer d'en parler. Ça parle de maladies sexuellement transmissibles aussi à un moment donné. Il y a plein de personnages secondaires, je me dis, je comprends pas ce qu'ils viennent faire là. Je sais pas trop où le film essaie de nous emmener, je sais pas trop ce qu'il essaie de raconter, mais il est original. Donc c'est pas non plus nul à chier, je sais pas trop combien j'ai mis au film. J'ai dû mettre une note mitigée. Voilà, j'ai mis 1 parce que j'ai pas aimé, je suis passé complètement à côté. Je pense, pour le coup, c'est un film où ça m'a pas parlé, je suis passé à côté, j'ai vu les qualités, mais ça m'est passé au-dessus de la tête. Bonjour Yoichi, comment vas-tu ? Nous sommes en train de parler du film francophone d'Angoulême, festival du cinéma francophone. Ah, tu regardes One Piece sur Netflix ? Je n'en ai pas encore parlé de One Piece, mais j'ai vu l'épisode 1.
Qu'est-ce que tu en penses, Yoichi? Si tu parles de la version live de Netflix. Sache que j'ai vu l'épisode 1, avec ma douce d'ailleurs, et que j'ai trouvé ça nul. Personnellement, sans trop en dévoiler. Et je suis très surpris de voir la réception hyper positive. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens trouvent ça bien, mais ok. Mais tant mieux. Tant mieux. Moi, je vois pas beaucoup de différence entre ça et Cowboy Bebop. Du coup, voilà. En ce qui concerne Augure, j'ai pas forcément aimé. Mais moi non plus, Yo-Yo. Mais dis-toi. Moi, je suis pas le fan numéro 1 de Hot Pizza, j'ai pas aimé. Ma douce connaissait absolument pas et elle a trouvé ça nul à chier. Donc, voilà. Mais il y a des qualités, hein. Je dis pas le contraire. Mais après, peut-être je regarderai la suite et je donnerai un avis quand j'aurai vu tous les épisodes. Mais pour le moment, vraiment, moi je trouve ça nul. Hein. En fait, je vois pas l'intérêt. La vraie finalité, c'est que je vois pas l'intérêt de faire ce genre de choses. Que ce soit la série Cowboy Bebop, cette série One Piece, les films Full Metal en live, j'en passe et des meilleurs, je vois pas l'intérêt d'adapter des animés, des mangas en live alors que c'est absolument inapproprié et c'est inadaptable. Ça n'a pas de sens. Encore quand c'est des séries, des mangas, tu vois, qui sont terre à terre, qui sont ancrés dans la vie, dans la vraie vie, tu vois. Ok, mais des shonen, c'est débile. Des shonen, ça n'a aucun sens. Senseiya l'a montré, Dragon Ball l'a montré. Enfin bref, ça n'a aucun sens pour moi. Pour moi, je comprends pas. Je sais même pas à qui ça s'adresse. Ouais, mais Alita, c'est sympa, mais ça vole pas bien haut. Encore une fois. D'ailleurs, on va revenir sur Robert Rodriguez, Yo-Yo. J'ai vu son dernier film. Attention. Robert Rodriguez, tu n'as qu'à bien te tenir. Accroche-toi à ton fauteuil. Roro, Robert. Alita, c'est bien sympa, mais c'est pas fou. Et Alita, il a la chance d'avoir James Cameron au scénario, d'avoir un budget conséquent. Ces séries Netflix, là, je sais pas combien elles coûtent. Mais bon, moi je trouve que c'est très cheap quand même. En tout cas, épisode 1, c'est moins cheap que Cowboy Bebop. Mais je trouve quand même que c'est très très cheap. Ça fait pas rêver. Tout ceci ne fait pas rêver, je trouve. Après, c'est tant mieux. Ah, nouveau film québécois. Le Plongeur. Le Plongeur. Ça, c'est pour Inspire. Ouais, je sais, hein, mais c'est pas parce que Oda a dit que c'était bien. C'est comme James Cameron qui vient nous dire que les films Terminator, la Terminator Genesis, c'est super pour la promo. James Cameron qui adoube, alors que Genesis, c'était bien de la merde. Et Dark Fate, j'en parle même pas. Là, c'est pareil, tu vois, Oda, pour la promo, il a supervisé, il dit que l'acteur, personne d'autre pouvait le jouer, il est content de l'acteur. D'ailleurs, s'il y a bien un truc positif, c'est l'acteur de Luffy, je trouve. Je trouve que je trouve les gens hyper généreux vis-à-vis de cette adaptation live. J'ai vu beaucoup d'avis positifs. Alors que tout le monde a déglingué Cowboy Bebop, pour moi, c'est la même chose. Je vois pas beaucoup de différence. Mais en vrai, il y a un vrai problème. Pour moi, il y a un vrai problème de fond de vouloir être le plus possible. Comment dire, de vouloir être le plus, tu vois, respectueux et être le plus possible proche du médium, quoi, du manga ou de l'animé. Et c'est un contresens. Vraiment, c'est parce que tout ce que ça donne, moi, tout ce que ça me laisse, c'est que c'est des gens en cosplay et que ça n'a aucun sens. Oui, ça c'est logique qu'ils accélèrent, quoi. Que ça tartine pas. Parce que sinon, ils sont là jusqu'en 2050, quoi. Et les acteurs, ils auront 50 ans. Donc à un moment donné, Luffy, il aura 50 ans, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Mais pour moi, c'est incompréhensible. Mais j'ai l'impression que c'est en train de marcher, là, One Piece. Et peut-être qu'à la fin de la série, je dirais c'est bien. Je dirais que j'ai kiffé. Mais là, je suis tout à fait mitigé. Puis il y a des trucs,
Je me dis, il y a des trucs, comment ils vont les adapter, quoi. Franchement, là où va le manga, je me dis, comment est-ce qu'ils vont adapter ça? Qu'est-ce que ça va rendre? Qu'est-ce que ça va donner? De toute façon, pour moi, il faut arrêter de faire des adaptations de manga, d'animé. En plus, sans essayer de penser la chose, quoi. Sans essayer de réfléchir. Par exemple, il y a des films comme Speed Racer, des frères Wachowski. On en pense ce qu'on veut. Les sœurs Wachowski, elles avaient réfléchi qu'est-ce que c'était qu'adapter un manga, un animé, et il se passe quelque chose dans le film. Et ces adaptations Netflix d'animé et de manga, elles sont plan-plan, quoi. Moi, je trouve on se fait chier. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a pas d'idée visuelle, alors que t'adaptes un manga, quoi. Vas-y. Mets-moi des lignes de vitesse, là. Vas-y, fais des trucs visuellement, fais des dingueries. Ça sert à rien d'essayer de l'ancrer dans un espèce de truc... dans un espèce de quelque chose de crédibilité, quoi. Ça rend fou. Pour moi, c'est contre-productif. Et je trouve que ça fait très cheap. Et moi, juste ce que je vois, c'est des gens avec des cosplays un peu ratés qui, voilà, qui essayent de faire... je vois beaucoup de... C'est du fan film. C'est moins pire que les Chevaliers du Zodiac, mais c'est vraiment un fan film. Oui, les comédiens sont contents. Oui, le comédien de Luffy, il est super. La série d'Azune, c'est pas un film. Série Netflix là qui est sortie il y a 2 jours, je crois. Netflix. Mais moi, de toute façon, tout ce qui est Netflix, là, j'en peux plus. Hein. Pour moi, parce que par exemple, The Witcher, j'adore The Witcher. Et ce qu'ils ont fait de The Witcher, c'est pas possible. C'est vraiment la saison 3 de The Witcher, c'est une catastrophe. Donc moi, Netflix, par pitié, laissez ces œuvres tranquilles. S'il vous plaît. Annulez-moi The Witcher et que qu'une autre... Voilà, donnez-le à HBO, qu'ils essaient de faire une série qui tienne la route. Parce que vraiment, ça me rend fou. Je l'ai pas vu, l'Habitant de l'Infini. Mais il y a des contre... ouais, de toute façon, il y a des contre... c'est quoi le mot? Bref, il y a des adaptations où ça marche. Mais il y a des adaptations qu'on réfléchit. Par exemple, Speed Racer, il y a eu une réflexion. Il y a quelque chose. Moi, c'est un film que je trouve assez extraordinaire. Mais la plupart du temps, si jamais un jour il y a une adaptation d'Akira, on va se faire chier. Ouais, je sais que c'est Mickey, ouais, c'est Takashi. Takashi Miike. Et moi, ce qui me fait... Vraiment, moi, ça me fait très peur que si en plus... Bon, Cowboy Bebop a été annulé. Heureusement. Mais si en plus cette adaptation de One Piece, elle fonctionne, et que les gens aiment, vous pouvez être sûr qu'on va avoir une adaptation de Naruto, qu'on va avoir une adaptation de tout ce que tu veux, quoi. Il va y en avoir. Et Naruto, j'ai pas envie de voir ça. Par pitié. J'ai pas envie de voir ça. S'il vous plaît. Non. Il va y en avoir des trucs, j'en passe des meilleurs. Ouh là là, j'ai peur. My God. Des My Hero Academia, des... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a récemment, là. Enfin, des Boruto, des trucs, des machins. Est-ce que vous voyez Naruto, sérieusement, en live? Déjà, One Piece, ça a 0 sens. Mais alors, Naruto, je trouve c'est encore pire. Bleach, il y a déjà un film live. Enfin... Full Metal, pareil. Nul. Franchement, il y a des films live Full Metal sur Netflix, là. Je sais pas si c'est encore sur Netflix, mais je crois. Vraiment, j'ai eu envie de pleurer tellement c'est... tellement c'est cata, quoi. C'est cata. Bref. En vrai, j'ai pas très envie de regarder la suite de One Piece. De ce que j'ai vu. Mais peut-être que si j'ai un peu de courage, je regarderai tous les épisodes. Et Yoichi, si tu regardes tous les épisodes de la saison 1, t'as tout vu? Tu viendras me donner ton avis. Et pourquoi est-ce que tu trouves que ça va? Parce que j'ai beaucoup de mal, là, à comprendre les avis positifs. Je sais pas. Je trouve ça fou. Mais j'ai l'impression que Netflix a réussi son coup là-dessus. Et je me demande si vraiment les gens qui connaissent pas One Piece,
Les gens qui, pour le coup, sont des nouveaux spectateurs et découvrent l'univers. Est-ce que ces gens-là, ça va leur donner envie Est-ce que ces gens-là vont aimer, quoi? Je sais pas. La question se pose. Bref, refermons la parenthèse. Chut. One Piece. J'étais sur Le Plongeur, c'est pour Inspire. Film. Aïe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Yo-Yo? Ah non, me dis pas que c'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Tu m'as coupé dans mon monologue. Ah oui, non mais c'était sûr ça. Bah oui, c'était sûr. Elles sont pas officielles les photos là, on est d'accord? Non, je pense pas que ça soit officiel. Ah poutou, ça fait peur. Hein. Non mais c'était sûr, c'est pour ça que j'en parle. C'est une certitude que ça va arriver. Que ce soit un film, que ce soit une série, c'est une certitude que ça va arriver. Et moi j'ai l'impression qu'ils prennent le mauvais angle pour adapter ces œuvres, quoi. Vraiment, il faut... Déjà, il faut, je pense, un vrai réal, quoi. Et quand tu vois de ces séries Netflix, vraiment, c'est des réals qu'il faut... C'est plat, quoi. Il faut vraiment quelqu'un qui hésite pas, vas-y. Il faut que ce soit un peu foufou. Il faut quelqu'un qui réfléchisse, la mise en scène, l'adaptation, vraiment les pouvoirs. Là, dans One Piece, il faut réfléchir en fonction de ce qu'ils ont comme pouvoir et tout, et de ce que fait l'animé avec ça, de comment ça se passe. Et en fait, plus c'est proche, plus c'est respectueux, moins ça va. En fait, il faut que l'adaptation, elle s'éloigne. L'adaptation, elle doit trahir le médium, quoi. Et faire un truc en live, faire un film, faire une série, c'est complètement différent que de faire un manga ou un animé, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, essayer d'être le plus respectueux, le plus... pareil, pour moi, c'est un non-sens. Bah ouais. Mais pour One Piece, en plus... voilà, le fait d'utiliser les pouvoirs, ça fait augmenter le budget de la série, quoi. Dès que Luffy utilise ses pouvoirs, bah vas-y, des effets spéciaux, nanani. Beaucoup d'effets spéciaux. Puis quand il va commencer à utiliser des pouvoirs de ouf, ses transformations, machin, ça aura encore moins de sens, quoi. Ça va être full effets spéciaux. Enfin, à plus d'Azune. Et vous savez quoi? J'essaierai de regarder toute la saison 1. Et j'essaierai de donner un avis. Là-dessus. On en reparlera. Et s'il y a des gens qui l'ont vu, qui viennent... Ouais, Chopper, par exemple, bon, ça va être une créature en 3D. Voilà, quoi. Il y a des chances pour que ce soit pas fou. Après, pour l'instant, de ce que j'en vois, moi, s'il y a une qualité à la série, c'est le casting, quoi. Le mec qui a été chargé du casting a fait un bon taf. Là, je dis OK. Et vraiment, il y a des acteurs... c'est parfait, quoi. Luffy, l'acteur, il est parfait. Pour le coup, je pense qu'il pouvait difficilement trouver mieux. Après, il y en a, c'est compliqué. Il y en a d'autres... Puis en VF, dès l'épisode 1, j'entends Donald Renew. Nom de Dieu. Apparemment, d'ailleurs, en japonais, ils ont repris tout le casting de l'animé. Il y a toutes les voix originales japonaises. Ce qui doit être bizarre. Parce que vraiment, je sais pas si ça colle trop aux acteurs. Je sais pas trop. C'était pour voir. Moi, je voulais me faire un avis sur la VF. Et je voulais voir, d'ailleurs, s'ils avaient repris le casting de l'animé comme en japonais. Ce qui n'est pas le cas. Parce que pour le coup, ça aurait été trop bizarre. Parce que la voix colle pas, en fait. Mais ce serait intéressant de regarder en japonais parce que ça colle pas trop, quoi. Enfin, je sais pas si les voix originales collent réellement aux acteurs, là. La question se pose. Bref, je parlais Tibidip de quoi on parlait? Ouais, bah, le fait d'avoir remis tout le casting japonais, c'est pour le Japon, de toute façon. Et c'est pour dire aussi, regardez, on se fout pas de votre gueule,
chez Netflix. Voilà, on est respectueux, on sait d'où ça vient. Voilà quoi. De toute façon, là, la promo, toute la communication, elle est en mode brosser les fans dans le sens du poil. Il y a eu une petite interview avec Oda. Tu vois l'acteur qui va chez Oda et tu vois Oda qui dit, je l'ai vu, même moi je l'ai vu alors que ça m'intéresse pas trop. Où il dit j'aurais pas trouvé meilleur acteur, machin. Tu sens que vraiment ils font tout. Chez Netflix, ils sont très forts parce qu'ils font tout pour que vraiment les fans soient contents. Les fans se disent putain, il y a Oda, il est investi. Oda, il est content. Voilà. Est-ce qu'on avait vu ça pour Cowboy Bebop ? Non. Pour le coup, Cowboy Bebop, les gens se sont sentis trahis. Mensonge et trahison. Moi le premier. J'ai pris un couteau dans le dos. Mais je trouve pas que ce soit si pire. Enfin, je trouve pas que Cowboy Bebop soit beaucoup plus pire que One Piece. Perso. Enfin, ça reste quand même que c'est pire. Hein. En y repensant, ça reste quand même que c'est pas mal pire. Bref. Petit trailer du plongeur. Film québécois. Yo-yo. On parlait du festival du film francophone. Et on va essayer de terminer ces deux parties. Du coup, Le Plongeur, film québécois, je mets une petite bande-annonce. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'ai mis combien ? J'ai mis 3 étoiles. 3 sur 5. Ce qui est plutôt positif. J'ai trouvé ça sympathique. Je vous mets la bande-annonce. Tu as fait ça de la plonge, j'imagine? Non, mais on m'a dit que c'était facile. Ouais? Ben non, c'est tough en tabarnak. Bienvenue à la trattoria. C'est pas loin, je demande à qui c'est putain! Hey, je te parle! Allez, qu'est-ce qui se passe avec ma 31? Tout est à votre goût. Si quelqu'un m'avait dit dans ce temps-là que j'allais travailler dans un resto fancy, je l'aurais pas cru. Un resto fancy. En fait, si quelqu'un m'avait dit que j'allais juste faire quelque chose de ma vie, je l'aurais pas cru. On voulait juste te dire que, qu'on est bien fiers de toi, ta mère pis moi. Que j'ai vraiment besoin de cash. C'est un peu le Timothée Chalamet québécois. Ce qui est bien important de comprendre, je jouais pas pour me refaire. Je jouais parce que j'aimais le feeling de jouer. Montreal is too much drinking and partying. Tu as besoin d'un sideline payant? Je suis prêt à tout. Arrange-toi jamais pour te mettre dans une situation où tu y dois de quoi. À quelque part, ça faisait mon affaire de pas avoir le temps de penser à mes histoires. Même si j'étais pas certain d'être à bonne place. Je savais que c'était mieux d'être là que dans le fond d'une taverne louche devant une machine. T'es un bon Jack, toi. T'as soit une asti de belle année. Je me suis dit que j'allais essayer de rester le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que je sois plus capable de tenir. Les gens sont beaux. Tu peux plus me mentir, man. T'es busté, Colis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, man. Caris. T'es là, tu fais le petit gars pis tout, pis moi je te crois. Je vais survivre. La job, ça m'aide à reprendre le dessus. J'ai les idées plus claires. C'est tellement pathétique. Je suis bien content d'avoir trouvé une job ici. Les amis, tu vas t'en faire dans ce milieu-là. Tu vas voir, tu les garderas jamais longtemps. Profite-en quand ça passe parce qu'on change vite de job. Clairement une des plus belles passes de ma vie. Puis un moment donné, ça a juste arrêté de marcher. Le plongeur. Tiens-toi loin de toutes ces affaires-là. Alors comme je savais rien du film avant d'y aller, évidemment, moi je pensais que ça parlait de quelqu'un qui plonge. Un plongeur, voilà, dans la mer, dans l'océan, qui fait de l'apnée, ce genre de choses. En fait, pas du tout. C'est un plongeur dans un restaurant. Rien à voir. Qu'est-ce que ça raconte? On l'a vu, c'est Timothée Chalamet québécois, jeune homme de 19 ans qui s'appelle Stéphane, parce que j'ai pris les notes, qui rêve de devenir illustrateur. Il se trouve qu'il a une addiction, le film parle de ça, d'addiction aux machines à sous. Du coup, il se met dans la galère, parce que pour lui, voilà, il joue, il s'endette, quoi, à cause des machines à sous. Et il doit trouver un job, un travail, à côté de ses études, et il va se retrouver à travailler en tant que plongeur dans un restaurant, qui est un restaurant prestigieux,
Voilà, un restaurant avec 3-4 étoiles, je ne sais pas. Et voilà, il va découvrir comme ça ce monde, le monde de la restauration. Et voilà, on le suit comme ça, galérer, essayer de vivre avec ça, là, cette addiction. Voilà, essayer de lutter contre son addiction. Et en même temps, c'est un jeune homme qui commence à travailler, voilà, qui fait des rencontres, des mauvaises rencontres, des rencontres cool, il va se faire des amis, mais des rencontres pas ouf qui vont l'emmener voilà, faire des choses avec des voyous. Et c'est plutôt sympathique. Film plutôt sympathique. Pas dingue non plus, je trouvais ça un petit peu long, mais mine de rien, plutôt positif. Voilà, un film québécois qui sort le 22 novembre 2023, qui est sorti, j'imagine, en début d'année au Canada. Et une sympathique découverte. Et le casting est cool. Vraiment, s'il y a un truc positif que j'ai beaucoup aimé, c'est le casting. Il y a vraiment des acteurs, des super acteurs. C'est drôle aussi. C'est plutôt drôle. Il y a plutôt des choses très amusantes dans le film. Comme, j'en parlerai tout à l'heure, l'autre film québécois que j'ai vu après. Et voilà. Concernant le plongeur, c'est positif et je suis toujours content de découvrir des films québécois parce qu'on n'a pas tellement l'occasion d'en voir beaucoup au cinéma en France. Paf. Ah. Alors lui, Le Temps d'aimer, que... Est-ce que j'ai une bande-annonce du Temps d'aimer? Ah, j'ai pas de bande-annonce non plus. Ah, c'est terrible ça. J'ai mis combien? Ah, j'ai mis 2. 2 sur 5, pour vous dire que j'ai pas forcément aimé, et lui il était en compétition au festival, et il a gagné, c'est lui qui a remporté le Grand Prix, entre guillemets, le prix du meilleur film. Voilà. Autant vous dire que je suis absolument pas d'accord avec, avec cette récompense, j'ai trouvé ça pas fou du tout, et ça sort quand ça? Ça sort le 29 novembre 2023, réalisé par Catel Kieveré, avec Vincent Lacoste et Anaïs Demoustier. Vincent Lacoste qui a gagné le prix du meilleur acteur. Encore une fois, j'aime beaucoup Vincent Lacoste, mais je suis pas complètement convaincu par ça. Je mets une petite interview parce que j'ai une petite interview plutôt qu'une bande-annonce que je n'ai pas. Je vous balance. Plus précisément, c'est Catel voulait que je perde du poids, donc ça c'était extrêmement ennuyeux parce que j'ai dû arrêter de boire de l'alcool et de manger du sucre, donc toutes les choses agréables de la vie. Ouais, et puis je devais boiter aussi, j'avais la polio, donc en effet ça faisait un peu, bon, je portais toute la misère du monde sur mes épaules dès le départ, quoi. Donc il y a un point de départ dans le film qui est très personnel, qui est en effet lié à l'histoire de ma grand-mère dont j'étais très proche. En même temps qu'elle m'a transmis l'idée qu'il y avait quelque chose de caché, elle m'a aussi interdit de le découvrir. Donc il a fallu beaucoup de temps et puis quelqu'un d'extérieur à la famille, en l'occurrence mon compagnon Elie, pour affronter en fait l'histoire familiale. Et j'ai découvert super tard, elle avait déjà plus de 80 ans, qu'en fait elle avait eu une histoire avec un soldat allemand. C'était sa toute première histoire et elle est tombée très vite enceinte en fait et elle s'est retrouvée du coup mère célibataire à 17 ans, d'un milieu social plutôt modeste. Et elle a rencontré mon grand-père qui était d'un milieu plus bourgeois 4 ans plus tard sur une plage en Bretagne. Il l'a épousé, il a reconnu cet enfant contre l'avis de sa famille, il l'a adopté et ils ont gardé ce secret, le secret de la paternité de cet enfant toute leur vie. Le point de départ est très très biographique, mais après par contre c'est un véritable exercice de fiction quoi. Avec Gilles Torrent, on a déliré, en fait, imaginé ce qui pouvait être l'histoire de ce couple et on l'a déployé comme ça très librement, quoi. Donc le film est quand même vraiment une fiction. J'ai composé en sachant ça dès le départ. C'était un personnage moi, qui m'a intéressé tout de suite parce qu'en effet il est très complexe, il a une très grande fragilité qu'il m'a fallu un peu de temps pour atteindre parce que moi je suis assez peu comme ça, en tout cas au premier abord. Je trouvais ça magnifique ce personnage qui a honte en permanence quoi, et qui peut pas vivre pleinement sa sexualité, qui peut pas désirer ouvertement. Et je trouvais que le film déployait une force émotionnelle dans ce couple qui est vraiment belle, quoi. Enfin, en tout cas, ça aborde des sujets, je trouve, que ça soit les femmes qui ont été tondues, de parler d'une femme qui a du mal à aimer son enfant, etc. Je trouve que le film aborde des sujets qui sont pas souvent abordés, qui sont intéressants. Alors, elle l'a dit, heureusement elle l'a expliqué pour nous. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
Du coup, on va suivre une femme qui a eu une On a tous relation... ici Ah, aimé ça Le m'a Temps lancé une autre d'aimer. vidéo par la suite, évidemment. 4e long métrage de 4... Taisez-vous. Merci. Sortir de la guerre, du coup, elle a une relation avec un Allemand, un soldat allemand. Elle tombe enceinte. Et le film commence là-dessus, en fait, sur des images d'archives où on voit des femmes tondues après la guerre. Elles sont jetées de chez elles. Voilà, elles sont... voilà, parce qu'elles ont honte. Voilà, la honte est sur elles parce qu'elles ont eu des relations avec des Allemands. Et du coup, le personnage qu'on va suivre d'Anaïs de Moustier, elle est enceinte d'un soldat allemand. Son père la jette littéralement de chez elle. Et du coup, la honte est sur elle. Elle est tondue. Et on va la retrouver du coup quelques années plus tard avec un jeune enfant. Et où elle cache vraiment le fait que soit l'enfant d'un Allemand. Et elle va faire la rencontre de Vincent Lacoste, qui lui aussi cache quelque chose. Et ces deux personnages vont devenir un couple. Et du coup, le film parle de... C'est ça un peu le problème du film aussi, c'est qu'il parle de trop de choses, il va un peu dans tous les sens, alors qu'à la base, on parlait de cette femme qui vit dans la honte et qui essaie d'accepter cet enfant et qui en même temps... Ça, c'est intéressant parce qu'elle voilà, elle a du mal à donner de l'amour à cet enfant. Elle a un peu de la haine contre lui. Cet enfant, il le ressent. Cet enfant, il sait qu'elle l'aime pas. Cet enfant, du coup, il grandit dans une famille sans amour. C'est compliqué pour lui. Et du coup, elle va rencontrer cet homme, Vincent Lacoste. Et il se trouve que Vincent Lacoste, lui, il est homosexuel. Il doit cacher qu'il est homosexuel. À cette époque-là, c'est un délit d'être homosexuel. Et en fait, du coup, ça devient une famille factice parce que elle va du coup aller avec lui. Et lui va se mettre avec elle, du coup, comme une sorte de couverture. Voilà, pour faire croire que, du coup, pour montrer aux gens qu'il n'est pas homosexuel, du coup, il se crée une famille de couverture. Et elle, c'est pareil, du coup, elle arrive à trouver quelqu'un qui accepte cet enfant, qui est un enfant, du coup, non désiré. Et voilà, on va suivre cette famille qui est une sorte de famille factice. Et évidemment, comme c'est une famille qui n'est pas réellement une famille, ça va partir un peu dans tous les sens. Ça va imploser, évidemment, ils vont rencontrer quelqu'un. Le fait qu'il soit homosexuel, ça va rejaillir sur tout le monde. Cet enfant qui, du coup, n'a pas d'amour parce qu'elle l'aime pas, elle a de la haine, elle lui voue de la haine. Voilà, pareil, ça va rejaillir. Voilà. Ça part un petit peu dans des directions comme ça, rocambolesques. Et c'est ça qui m'a gêné dans le film, c'est que vraiment, je sais pas où ça va, quoi. Vraiment, le truc... Le film, c'est pas trop sur quel pied danser. Ça va un petit peu... Ça parle d'homosexualité, ça parle de ça, l'après-guerre. Ça parle de plein d'autres choses, quoi. De la famille, de l'enfance difficile, de la haine, de l'amour. Enfin, il y a plein de choses dans le film. Et à la fois, ça traite vraiment de rien dans le fond, quoi. Vraiment, il s'attarde jamais sur ces sujets. Vraiment, tout est un petit peu survolé, je trouve. Et à la fin, ça va un petit peu vraiment dans des trucs. Vraiment, à la fin, j'étais là, bon. À la fin, j'ai trouvé ça un petit peu nul. Vraiment, dans la direction que prend le film, à la fin, j'étais là, vraiment. Parce que, bon, je spoil un petit peu. Mais le film commence sur Anaïs de Moustier qui est rasée parce que, du coup, elle est rejetée parce qu'elle a couché avec un Allemand, parce qu'elle a un enfant allemand. Et pour boucler la boucle, le film finit sur Anaïs de Moustier qui, on va nous dire au détour d'un dialogue ni vu ni connu comme ça, qui sort de nulle part, qu'elle a un cancer. Du coup, elle se retrouve crâne rasé pour boucler la boucle. Mais c'est hyper artificiel. Vraiment, j'étais là, mais vous foutez de ma gueule. Vraiment. Et ça, je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est nul. Bonjour Kalaïne. Comment vas-tu? Bonjour Zéphie. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Nous parlons des films du Festival du film francophone d'Angoulême. Là, je suis sur la fin, sur les derniers films que j'ai vus au festival. Voilà où j'en étais. Et je parlais du Le Temps d'aimer, le film qui a été récompensé du meilleur film, que moi, j'ai pas aimé. Et j'étais en train d'expliquer pourquoi. Et je disais donc, je crois que j'avais un autre chose, je sais plus du coup. Voilà, ils m'ont perturbé dans mon flow. Ah oui, il y a un autre truc aussi qui m'embête un petit peu.
c'est que, encore une fois, c'est des films qui se déroulent, voilà, des films historiques qui vont se dérouler sur plusieurs dizaines d'années. Voilà, on va voir l'enfant grandir. Et du coup, les deux acteurs, que ce soit Vincent Lacoste ou Anaïs de Moustier, sont censés quand même vieillir. Et il se trouve que je trouve que ça marche pas du tout parce que Vincent Lacoste, il bouge pas d'un poil du début à la fin du film. Et je me dis, vous auriez pu faire un effort. Il a à peine des cheveux blancs. Franchement, j'y crois jamais. Et je me dis, vous abusez. Ça, franchement, c'est un peu ridicule. De Moustier, c'est pareil. Vraiment, c'est un truc, c'est compliqué. Moi, ça me sort tout de suite du film. Je me dis, j'y crois pas, ça marche pas trop. C'est un peu dommage. Donc ça, c'est un peu bête. Et je trouve que ça marche. Du coup, j'ai mis 2 sur 5. Le temps d'aimer. Mine de rien, ça a gagné la compétition là à Angoulême. Il a eu le meilleur film. Vincent Lacoste, meilleur acteur. Voilà, c'était pas mon choix. Mais vous pourrez vous faire votre avis le 29 novembre 2023, quand le film sortira. Moi, je me suis fait mon avis. J'ai trouvé ça pas ouf. Comment ça, un électricien anglais a analysé les prises nulles dans ma chambre? Qu'est-ce que tu racontes? T'as des problèmes d'électricité? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh yo yo. Est-ce que vous avez vu One Piece là? Parce qu'il y a Yoichi qui est venu. Il m'a dit oui, One Piece c'était bien. La série One Piece là sur Netflix. Pour ceux qui regardent la série One Piece live, n'hésitez pas. J'essaierai de regarder la série en entier avant samedi prochain là. Et j'essaierai de donner un avis constructif. Ah, j'ai 2 prises dans ma chambre qui servent à rien et qui sont même dangereuses. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Il faut faire attention. Attention, hein. Oh. Et pourquoi il est anglais? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vient faire un électricien anglais là-dedans? Ah, ok. Oh. Ah, tout ça pour pas payer un électricien. Je vois Joe. Alors, avant-dernier film. 10e film du coup du festival que j'ai vu. Autre film québécois. Ça fait plaisir. Merci le Québec. Est-ce que j'ai une petite... Ah, j'ai une bande-annonce. J'ai une bande-annonce pour Simple comme Sylvain. Qu'est-ce que c'est que Simple comme Sylvain? Je vais vous en dire 2 mots. Ça sort le 8 novembre 2023. C'est le nouveau film de Monia Chokri, réalisatrice canadienne, qui avait réalisé Babysitter, je crois, sorti l'année dernière, j'en avais parlé. Et c'était très cool. Et là, j'ai pas mal aimé aussi Simple comme Sylvain. C'est une comédie, c'est très drôle. Je vous mets une petite bande-annonce. Comme ça, on va se délecter de ce petit accent québécois. Et on a besoin de sous-titres parce que sinon, on comprend rien. Évidemment. Alors que ça parle français. Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. Ma nuit. Salut, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif? Aïe, Dans quel sens? Tabarnouche, t'as voyé là. Dans quel sens, brûler vif? Eh boy, es-tu correct? Oui. T'as rencontré quelqu'un? T'as presque rien dit à table, tu m'appelles plus, puis t'es de bonne humeur. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Tu penses que t'as rencontré quelqu'un? S'aimer comme si l'amour, c'était la mort. C'est tellement beau. C'est qui, on dirait beau? Michel Sardou. C'est comme s'il me ramenait à l'essentiel. On a beau dire qu'on préfère les hommes Voilà, qui lisent je les vais gens faire bannir croisés. le Oui, game. ils sont moins talentueux. Calice, qu'il va y avoir des femmes nues que je vais me faire bannir. Je comprends pas qu'il soit avec une universitaire. Nom de Dieu, 2e film, il va y avoir des femmes nues. Une fois, il soit pas avec un sex symbole. Ben oui. Olivier? Frère de? Ah ben, Sylvain! Camélia? Comment? Comme la dame aux camélias. La dame ou quoi? Un roman, c'est un roman. Dans mon monde, je parle très normalement. Ça veut dire quoi, ça, dans ton monde? Hey, Dans beauté! mon monde. Tu vas être ma femme, c'est pas négociable. Calice de Ciboire. Mon tume. Bon, c'est très bien. Chez Platon. Vraiment, on l'a vu, c'est très drôle. Vraiment, j'ai trouvé ça. Je pense que c'est le film où la salle a le plus rigolé des films que j'ai vus cette année au festival. Vraiment, c'était
très 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 drôle. Vraiment, c'est une super comédie québécoise. Je crois que j'ai mis une note positive. J'ai mis combien? J'ai mis quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Où sont mes... j'ai mis 3,5. Franchement, j'aime beaucoup le cinéma de Monia Chokri. Ça parle de quoi? On l'a vu, ça raconte l'histoire d'une femme d'un certain âge, d'une quarantaine d'années, qui vit avec un homme et qui du coup est dans un milieu plutôt bourgeois, voilà, avec des artistes, voilà, ça parle d'artistes contemporains, ce genre de choses. On est aisé, on est dans un monde cultivé, la culture, tout ce genre de choses. On est posé, elle vit avec un homme depuis longtemps. Et alors un jour, c'est un film d'amour, hein, attention. Un jour, il se trouve que le couple va acheter un chalet à la campagne, dans la nature canadienne, la forêt canadienne, et ils ont des restaurations à faire, et un jeune homme, plutôt beau gosse, vient faire des restaurations, et cette femme tombe éperdument, l'amour, la passion. Voilà, du coup elle va trahir son mari, elle va grave faute, et elle va faire l'amour avec Sylvain. Du coup, cet homme Sylvain, et ça va chambouler toute sa vie. Il se trouve que lui vient d'un milieu plus modeste, voilà, d'un milieu moins cultivé. On le voit dans la bande-annonce, ses références, Michel Sardou, machin. Il comprend pas les références culturelles, littéraires. Et il y a un choc des cultures, mais à la fois ça lui plaît, et il y a une tension sexuelle, l'amour, tout ça. Et du coup, elle va décider d'aller vers cet homme plutôt que de quitter l'autre, et d'aller vers ce milieu-là, et de sortir de son milieu plus bourgeois pour aller dans un milieu plus terre-à-terre. Et voilà, la question se pose, est-ce que le choix est le bon? Elle décide de se marier avec Sylvain. Bref, le film parle de tout ça, et c'est une vraie comédie très très drôle, vraiment. Et c'est vraiment un film en plus vraiment, il y a plein d'idées de cinéma. C'est ça qui m'a plu. Vraiment, il y a de la mise en scène, il y a plein d'idées de mise en scène. Vraiment, ça a l'air d'être un film comme ça, d'amour, déjà vu 1000 fois, mais la façon dont c'est fait, la façon dont c'est traité, vraiment c'est hyper original. La façon dont c'est mis en scène, il y a plein de belles images. Il y a un truc qui revient tout le temps dans le film, c'est elle joue beaucoup sur le zoom et le dézoom. Je crois qu'il n'y a pas un plan où ça zoome pas, ça dézoome pas, vraiment c'est tout le temps le cas. Et elle joue avec ça. Vraiment, elle joue beaucoup, sa mise en scène joue beaucoup là-dessus. Ça fonctionne de ouf. J'ai aimé. C'est très bien. Je conseille aussi de regarder Babysitter, son précédent film. C'était très bien. Et si vous êtes comme moi, un petit peu... Si vous êtes sensible comme ça à ce langage canadien, ce langage québécois, ça va vous plaire. Parce que vraiment, moi, je trouve ça truculent, quoi, vraiment. Rien que d'entendre parler québécois comme ça au cinéma, déjà, ça me fait rire. Mais aussi, j'aime ça, quoi. Ça me vend du rêve. Simple comme Sylvain, c'est une recommandation et ça sort 8 novembre 2023. Probablement dans pas beaucoup de cinéma, parce que c'est du cinéma québécois et que c'est pas assez distribué dans nos contrées. Voilà. Et nous arrivons au dernier film que j'ai vu pendant le festival, qui est Flo, qui était le film de clôture. Qu'est-ce que c'est que Flo? Est-ce que j'ai une bande-annonce? Je sais pas si j'ai une bande-annonce. Je vais checker quand même. Ah, je crois que j'ai pas de bande-annonce. Aïe. Terrible. Bon, j'ai pas de bande-annonce, donc il va falloir me faire confiance là-dessus. Ça sort le 1er novembre 2023, donc pas tout de suite. C'est un film de Géraldine Danon, et c'est un film qui traite de Florence Artaud, qui est la première femme à avoir gagné la route du Rhum en solitaire en 1990. Alors que c'est un milieu vraiment masculin, c'est un milieu d'hommes, donc c'est une femme qui vraiment a évolué comme ça dans un milieu très masculin et a réussi à se faire une place, et à se faire une place dans l'histoire du sport, de la navigation, et c'est quand même plutôt intéressant comme portrait de femme, et c'est un film très féministe. J'ai pas vraiment beaucoup aimé le film. Je crois que j'ai mis la moyenne parce que j'ai été plutôt... Oh bonjour Estelle, comment allez-vous? Je crois que j'ai été plutôt sympa avec le film, j'ai mis la moyenne, mais je sais pas si ça vaut vraiment la moyenne. Parce que plus j'y repense, plus je me dis que c'était quand même pas terrible. Et c'est une sorte de
de biopic. À la fois, c'est un biopic, parce que c'est quand même la vie de Florence Artaud, et en même temps, c'est quand même sur sa vie, c'est inspiré de sa vie, mais à la fois, le film prend des libertés de ouf. C'est-à-dire qu'il est quand même pas mal fictionné, et il le dit pas tout de suite. Il y a un truc qui m'a pas mal saoulé, enfin, il m'a un peu énervé dans le film, c'est qu'à la fin du film, moi je me dis, ok, c'est un film inspiré, je me dis, ok, on va quand même, le film essaie d'être un peu historique et d'être un peu, voilà, un peu respectueux de ce personnage historique. Et à la fin, il y a quand même un carton qui nous dit que du coup, le film est inspiré de la vie de Florence Artaud, mais qu'il y a des choses fictionnelles, comme par exemple la relation qu'elle entretient avec... comment s'appelle-t-il ? J'ai oublié son nom. Avec un autre navigateur, un navigateur connu, mais j'ai oublié son blaze. Kersozon. Voilà. Elle entretient une relation avec Kersozon, et ça, le film nous dit à la fin, bon, ça c'est fictionnel, T4C, ça n'a pas existé. Et là, je me sens un peu floué. Le mensonge, trahison, j'ai envie de me dire, mais le film se fout de ma gueule. Dis donc, déjà, je trouve pas ça très respectueux envers le personnage, qui d'ailleurs est décédé. Donc elle a pas trop son mot à dire. Et c'est un peu irrespectueux envers le spectateur qui s'attend à avoir quand même un truc qui traite d'un personnage et qui traite de faits historiques. Le cinéma prend toujours des libertés, adapte toujours les personnages comme ça historiques, mais là je trouve ça un peu abusé, et ça m'a un peu gêné. Ensuite, je trouve que le film, il s'intéresse trop à des personnages secondaires, à des trucs en fait secondaires, c'est trop long, et il déborde un peu sur des trucs, franchement, on s'en fout un peu. Beaucoup sur ses relations amoureuses, nanani nanana, alors que le film aurait gagné, je pense, à traiter plus du sport, de ce qu'elle est devenue dans son sport, qu'elle est devenue une championne, qu'elle a fait vraiment des choses historiques, qu'elle est devenue la première femme quand même à remporter cette route du Rhum, et c'est ça qui était intéressant. Et je trouve que le film, malheureusement, c'est le meilleur moment du film, c'est quand justement on montre sa traversée. Voilà ce moment où elle traverse l'océan et qu'elle est toute seule en solitaire et qu'elle galère, qu'elle doit vraiment se débrouiller, alors que et ça c'est hyper cinématographique. Elle est perdue au milieu de l'océan. Voilà, il y a un truc à faire avec ça. Et le film aurait dû, je pense, se recentrer juste là-dessus et sur l'aspect sportif de la chose et sur l'aspect en plus spectaculaire de la chose. Mais il y a des choses positives. C'est pour ça que je suis un peu indulgent. Déjà, c'est un premier film, donc je suis un peu indulgent. Et c'est un peu, d'ailleurs, surprenant, parce que vraiment, c'est ambitieux pour un premier film, c'est quand même hyper ambitieux. Et il y a un truc que je trouve super dans le film, c'est que il est spectaculaire dans ces scènes de navigation sur l'eau. Et la réalisatrice, elle a présenté son film et elle en a discuté, elle en a parlé, c'est que toutes les scènes où on voit les gens naviguer au milieu de l'océan, il n'y a aucune scène qui a été filmée en studio. Donc ils sont vraiment allés au milieu de la mer et ils ont vraiment filmé au milieu de la mer. Donc il y a des trucs vraiment spectaculaires où tu dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal, vous avez fait l'effort. Et en plus, il faut dire qu'il n'y a rien de plus difficile que de tourner un film sur l'océan, sur la mer. Spielberg, qui a fait Les Dents de la Mer, il disait que vraiment, il n'y avait rien de pire et qu'il ne referait jamais ça que de tourner sur l'eau, quoi. Parce que c'est infernal. Donc je me dis, voilà. Donc là-dessus, ça gagne un point parce que ça a fait l'effort de tourner en mer, vraiment d'être réaliste là-dessus. Et tu vois vraiment les gens au milieu de l'océan, au milieu des vagues, et vraiment les bateaux vraiment poussés par les vagues et tout. Et ça, c'est assez impressionnant. Il y a quand même des trucs un peu spectaculaires. Donc là-dessus, c'est quand même positif. C'est pour ça que j'ai pas déglingué le film, parce qu'au final, le film n'est pas dingue. Et je pense que ouvrir un livre biographique, autobiographique sur Florence Artaud, c'est probablement plus intéressant. Et vous serez peut-être plus proche de la réalité de qui était cette nana que en regardant le film. Je l'ai pas dit, mais je trouve le casting un peu pas top aussi. Vraiment, je trouve le casting hyper faible. Il y a des personnages secondaires qui sont assez mal joués, je trouve. L'actrice principale, je la trouve pas dingue, malheureusement. Je trouve pourtant tout le film repose sur elle, mais je la trouve pas fantastique.
Et je pense que c'est dû à la direction d'acteur en fait. Je pense que c'est pas une très bonne directrice d'acteur, donc ça joue pas très bien. Et puis voilà, Florence Artaud, pas ouf. Mais je pense que par contre c'est un personnage vraiment assez intéressant. Et pour le coup, je comprends pourquoi un film a été fait autour de ça, parce que vraiment elle a fait des choses assez extraordinaires. Et c'est un vrai film féministe, vraiment, de femmes qui évoluent dans un monde d'hommes, de femmes qui vraiment essaient de s'extraire de son milieu bourgeois aussi, parce qu'elle vient d'un milieu bourgeois, et de femmes sportives qui vraiment aussi assument sa sexualité, plein de choses. Ouais, c'est quand même un joli portrait de femme, mais qui joue un peu avec la réalité de ce qui est réellement passé, qui s'amuse un peu à faire à trahir un peu trop ce qui est la vraie vie de Florence Artaud, et ça je trouve que c'est un peu trahison, pas ouf. Je suis pas convaincu par cet aspect-là. Voilà. Mieux vaut aller checker, recouper les sources pour savoir réellement, parce que je pense que quand on a vu le film, on sait pas beaucoup plus sur Florence Artaud. Voilà. Bref, c'était le dernier film du coup du festival. C'est le dernier film que j'ai vu, c'était le film de clôture. Et c'était pas fifou. Le film que j'ai retenu, c'était Rien à perdre. J'en remets une petite couche là-dessus. Il est où ? Tac, 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 tac. S'il y a un film à retenir, le procès Goldman. Lui sort bientôt, fin septembre. Très chouette. Ça, c'est une vraie réussite. Hein. Le procès Goldman, c'est une vraie réussite. C'est validé. Et Rien à perdre, que vraiment, lui, c'est mon petit chouchou des films que j'ai vus. J'ai beaucoup aimé. Virginie Fira est super. J'ai pleuré. L'émotion. Voilà. J'y pensais à ma daronne. Voilà. Vous penserez à votre daronne en sortant du film. Et vous vous direz, vous irez dire je t'aime à ma daronne. parce qu'il faut, quoi. C'est important. Du coup, mais finalement, au final, je suis quand même très positif. J'ai quand même vu plein de choses. Des choses cool, des films québécois, des films un peu nuls, mais des choses aussi intéressantes. Et j'ai eu beaucoup trop chaud pendant ce festival parce que la canicule, tout ça. En conclusion, si vous avez l'occasion de passer à Angoulême durant le mois d'août, je vous conseille, si vous aimez le cinéma, de jeter une tête au festival du film francophone, parce que ça vaut le coup. Et je trouve que d'année en année, le festival devient de mieux en mieux. Déjà, il y a de plus en plus de monde, mais c'est de mieux en mieux organisé, même si, encore une fois, je trouve dommage que la sélection soit pas un peu plus hétéroclite, que la sélection aille pas chercher des choses un peu plus originales, et que aussi, c'est beaucoup de films qui sont passés par Cannes, et qui du coup ont été diffusés à Cannes, et qui, hop, passe par Angoulême par la suite, et ça c'est un peu dommage aussi. Voilà, ça montre aussi que le cinéma francophone manque de films de genre, quoi. Vraiment manque de choses. Pourtant l'année dernière j'ai vu un film qui s'appelait Les Survivants avec Denis Ménochet, qui était vraiment un survival dans la montagne, avec Denis Ménochet qui essaie de survivre à des gens qui veulent le tuer. Parfois, il y a des tentatives de cinéma un peu autre chose que sempiternel. Parce que là, j'ai parlé de beaucoup de cinéma social, quoi. Le cinéma francophone, voilà. Cinéma social, les comédies, tout le temps un peu la même chose, tout le temps un peu plan-plan, tout le temps un peu classique. Voilà, quand je disais c'est un festival de retraités, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, par exemple, quand je parle de cinéma de retraité, il y a Robert Charlebois qui a été invité. C'est quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui. Voilà, il a été invité. Bon, bref, voilà. Et d'ailleurs, il était assis derrière moi. Pour ceux qui, j'imagine que beaucoup ne savent pas qui est Robert Charlebois, parce que c'est quelqu'un d'une autre époque, chanteur québécois.
Il est assis derrière moi pendant la séance de Simple comme Sylvain. Est-ce que c'est pas fou? Si, c'est fou. J'ai dit ça à ma daronne et elle était sur le cul. À bientôt, Zéphie. Voilà. Ceci met un point final à Host. Je voulais faire vite et en fait, j'ai pris 2 heures pour parler de tout ça. Nom de Dieu. J'ai été beaucoup trop long. On s'excuse. Là-dessus, voilà. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous.